Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là hier et qui sont arrivés aujourd'hui. Et pour les autres, j'espère que vous avez passé une belle soirée dans cette très belle ville de Marseille. Donc, je vais vous donner un mode d'emploi rapide de la matinée. Donc, nous accueillons les rapporteurs des 3 ateliers qui vont nous faire une restitution rapide qui n'excédera pas une vingtaine de minutes pour les 3 ateliers. Et vers 9h30, nous entamerons la table ronde qui devrait nous mener jusqu'à 11h, 11h15. À ce moment-là, nous observerons une très courte pause et nous garderons comme ça un maximum de temps pour entamer des débats qui se poursuivront jusqu'à 12h30. Nous accueillons ensuite les propos de clôture et nous nous retrouverons à 13h autour d'un buffet. Donc, je vais maintenant donner la parole au rapporteur des ateliers. On va faire ça dans l'ordre. On va commencer par l'atelier numéro 1. Qui portait sur le thème dialogue social, territorial et innovation. Donc, Madame Anaïs Brunard-Rosso de l'AGFOS PME PACA Alpes du Sud et Madame Françoise Rivoira, responsable du service logement saisonnier des 2 Alpes, c'est à vous. Bonjour à tous. Nous avons la difficile fonction de restituer l'atelier numéro 1 auquel nous avons participé hier sur le dialogue social territorial et innovation. Donc, dans un premier temps, le cabinet Émergence nous a fait une petite présentation de l'historique et de la définition du dialogue social territorial. Donc, le dialogue social territorial est un outil de concertation. C'est un état de fait, c'est un ensemble de pratiques qui n'est pas normé par le droit et qui reste une concertation informelle. Le dialogue social territorial s'appuie principalement sur la concertation donc, de différents partenaires sociaux, pouvoirs publics, institutions, avec une ouverture très large à la société civile, les associations, les sociétés de transport, tout ce qui peut apporter une contribution au territoire. Il est donc multipartite, en ce sens, c'est qu'il traite des sujets très vastes, très larges, qui ne sont pas uniquement des sujets qui ont attrait au travail, mais qui peuvent concerner le logement, les transports, toute problématique et tout sujet de l'ensemble du territoire, qui apporte une réponse ou une concertation autour des problématiques de territoire. On est bien dans une démarche de concertation et non une démarche de négociation, comme il en existe c'est uniquement une démarche de concertation, donc. Il n'a pas, donc, en ce sens, une vocation à se substituer aux négociations de branche, mais il a pourtant cet intérêt, c'est tout de même d'aboutir par la concertation à la création d'innovation territoriale et de permettre de développer ainsi des réponses à des problématiques identifiées. On a dans cet atelier eu la présentation de plusieurs exemples de dialogue social territorial, la présentation donc de plusieurs partenaires qui nous ont expliqué donc en quoi le dialogue social avait pu permettre certaines innovations sur leur territoire. Voilà, effectivement, en fait, après cette définition que nous avons posée en commun, nous sommes partis vraiment sur des exemples concrets pour sortir du théorique et vraiment se rapprocher du terrain. On a dit que le dialogue social territorial, effectivement, est informel. Par contre, voilà, informel, ne pas l'entendre et faire le raccourci rapide entre informel et désorganisé, parce que le dialogue social territorial évolue de plus en plus vers une structuration bien définie. Et c'est ce que vraiment nous ont montré en fait les 4 témoignages d'hier après-midi. Donc
je vais revenir en fait vraiment sur les 4 exemples. On avait en fait une structure qui animait le dialogue social territorial sur un territoire et 3 autres structures en fait qui étaient les acteurs principaux du dialogue social territorial, donc au travers de la constitution en commission paritaire. Donc la première structure qui chapeautait ce dialogue social territorial et qui l'animait, c'est SIST, le carrefour de l'innovation sociale, du travail et de l'emploi, qui a été créé par une volonté des élus politiques, donc de faire émerger cette association paritaire. Et concrètement, au niveau de la saisonnalité, le dialogue social territorial, en fait, a permis de mettre en place un guichet pour les saisonniers au sein de la maison de l'emploi qui préexistait. Et d'autres projets sont en cours autour de formations spécifiques vraiment axées sur la saisonnalité et un projet aussi de groupement d'employeurs plus réactifs. Voilà, donc pour cette structure-là qui anime le dialogue social territorial. Après, nous avions 3 autres structures qui sont des commissions paritaires, qui sont à différents stades, je dirais, d'évolution. Une commission paritaire qui est en projet pour le moment, dans le Vercors, en fait, qui est portée par la Maison de l'Emploi des 4 Montagnes. Une commission paritaire, en fait, qui a émergé d'une volonté de concertation, enfin de formaliser en fait une volonté de concertation qui existait déjà, afin de sécuriser le marché de l'emploi, enfin de sécuriser le travail saisonnier. Bon, on voit qu'il y a quelques freins et pour le moment, la commission paritaire est en stand-by et des réorientations en fait sont envisagées pour pouvoir aboutir. On a une deuxième commission paritaire locale du bassin d'Arcachon qui a témoigné également hier, qui est vraiment basée sur un petit territoire, donc le bassin d'Arcachon, et qui, elle, se centre vraiment sur de la médiation afin d'instaurer un climat social sain sur ce territoire-là, en réduisant notamment les conflits en fait, qu'il peut y avoir entre les employeurs et les salariés, dont les saisonniers. Et nous avons une 3e commission paritaire qui là en fait réunit en fait tous les partenaires sociaux, que ce soit les salariés ou les employeurs, qui est à un stade assez abouti, je dirais. Donc c'est la commission paritaire interprofessionnelle départementale des Hautes-Alpes et qui a impulsé en fait un projet à part entière qui est l'accord saisonnier, pour permettre aux saisonniers en fait, d'accéder à la formation quel que soit leur statut. Voilà, un accord qui en chiffres tourne pas mal pour le moment. Voilà, donc en fait on a ces différents stades et on voit vraiment que le dialogue social territorial, voilà, ce n'est pas qu'un concept, ça aboutit vraiment sur des choses de territoire, sans se substituer effectivement aux instances qui existent déjà. Mais on part vraiment du territoire pour pouvoir promouvoir quelque chose. Donc le dialogue social territorial, on le voit, c'est structuré. On a réfléchi dans un deuxième temps à peut-être impulser le dialogue social territorial au travers de certains outils, dont la GPECT, donc Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui au départ, la GPEC en fait était concentrée dans les entreprises, dans le monde de l'entreprise, et finalement s'est ouvert plutôt à un territoire, donc en englobant des problématiques plus larges. En quoi la GPECT peut être un outil du dialogue social territorial, tout simplement parce que quand on réfléchit à l'échelle d'un territoire, on prend en compte une globalité d'acteurs qui du coup doivent se concerter pour faire avancer cette GPECT. Voilà, on a pensé également aux maisons des saisonniers et à leur labellisation qui effectivement sont un bon lieu pour favoriser le dialogue social territorial. Alors, au travers de ces, ces expériences, on a essayé de dégager dans ce qui marche et ce qui marche moins bien, les leviers et les freins au dialogue social territorial. Alors les leviers, on en a repéré quelques-uns tout de même, que chacun a pu exprimer.
Il faut d'abord, pour que ce dialogue social territorial puisse bien fonctionner, qu'il y ait une véritable stratégie d'identification du territoire et une véritable aussi identification des acteurs qui sont concernés sur le territoire. Voilà, la géographie, l'ensemble des acteurs qui peuvent participer à ce dialogue, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de repérer en amont de façon à mettre en place vraiment cette méthodologie de concertation. Ensuite, pour que ce dialogue social puisse fonctionner, ce dialogue social territorial puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une véritable volonté de travailler ensemble, de travailler collectivement sur des problématiques identifiées du territoire. Il faut bien sûr également la volonté des équipes politiques d'avancer sur des projets de territoire, bien évidemment. Et on pensait également, ce qui a été dit dans le dernier atelier, c'est que la labellisation des maisons des saisonniers comme reconnaissance de l'ensemble des partenaires peut être également un levier qui participe au dialogue social territorial. Sur les freins de ce dialogue rapidement, s'il vous plaît. Oui, sur les freins de ce dialogue social, on a été exprimé qu'il y avait tout de même un énorme fossé entre les besoins locaux et le discours national qui, comme dans certaines commissions paritaires, ont pu mettre un frein à ce dialogue. Et la capacité aussi de tous ces acteurs locaux à s'émanciper de leurs institutions de rattachement pour avancer tous dans le même sens. Ça, c'est deux freins qui ont été notés. Enfin, le dernier point, c'est qu'il a été tout de même signalé que assez peu de saisonniers étaient directement et présents physiquement dans ces instances de dialogue social. Merci. Merci, mesdames. Je donne tout de suite la parole au rapporteur de l'atelier 2, gestion des ressources humaines et saisonnalité. Donc, s'il vous plaît, pas plus de 7-8 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, donc, le titre de l'atelier 2, donc, ça a été précisé. Donc, c'était gestion des ressources humaines et saisonnalité. L'animateur a reprécisé les enjeux et puis il nous a proposé donc, de travailler en 3 séquences. Une première avec le retour d'expérience, une deuxième consacrée aux outils d'accompagnement et une troisième avec la gestion des ressources humaines et le label des maisons des saisonniers. Ma collègue Danielle Couder va vous préciser un petit peu le contexte. Oui, je vous reprécise les enjeux. Donc, organiser l'emploi, gérer, fidéliser et faire évoluer son personnel n'est pas une chose aisée, ça c'est sûr, mais c'est un des premiers enjeux. Cette difficulté s'accentue pour les petites et moyennes entreprises ou les communes touristiques qui agissent dans un contexte de saisonnalité. Pourtant, un personnel formé, fidélisé, sécurisé participe à la qualité des services, à la productivité et à la compétitivité de ces structures. Pourquoi et comment les entreprises des secteurs à forte saisonnalité s'organisent-elles pour relever ce défi? Qu'est-ce qui peut être répliqué? Quels outils existent et peuvent être développés sur les territoires pour accompagner notamment les petites et moyennes entreprises vers une évolution de leurs pratiques? Quelles solutions existent et sont à disposition des employeurs pour mutualiser la gestion de l'emploi, organiser la pluriactivité, faciliter la professionnalisation et la sécurisation de l'emploi saisonnier et temporaire? Enfin, quel rôle joue et peut jouer la maison des saisonnalités? Merci Daniel. Alors on ouvre les débats donc avec Madame Gardiol, qui est consultante formatrice, ancienne DRH. Madame Gardiol pose la question suivante. Comment favoriser la compétence dans le contexte de la saisonnalité? La saisonnalité est aussi subie par les très petites entreprises et pour Madame Gardiol, la compétence s'acquiert par le travail. La formation, c'est acquérir du savoir et c'est dans l'action qu'on acquiert des compétences. Les chefs d'entreprise, en particulier les TPE, ont la responsabilité de donner les moyens à leurs salariés, mais n'ont pas toujours les moyens pour gérer les ressources humaines, même s'ils en ont la volonté. On poursuit avec M. Chifflet-Nicolas, co-gérant d'un restaurant à Lille-sur-la-Sorgue. Il constate la difficulté de fidéliser les saisonniers professionnels lorsqu'on ne leur propose que 4 mois de travail. Bien sûr, il fait le choix de rechercher de nouveaux profils, notamment des salariés plus âgés. Il privilégie aussi la population étudiante qu'il fidélise et grâce à un langage clair et strict respect du droit du travail, il constate une baisse du turnover. Alors il se dit être un employeur exigeant, mais il propose un niveau de rémunération supérieur à ce qui se pratique.
Alors, le troisième intervenant, M. Yannick Gallien, président de l'Union nationale des associations de tourisme et directeur de formation, VTF Vacances. Il rappelle son parcours professionnel, du plongeur au directeur de centre de vacances. Il pose la question suivante, c'est quoi la compétence? Ce n'est pas le diplôme qui apporte le savoir-faire ou le savoir-être. Le tourisme est un secteur fragile, mais la saisonnalité n'est pas que la précarisation. Ce secteur ne peut offrir que ce qu'il a à offrir. Il plaide pour une polyvalence, voire une plurivalence des saisonniers. Et pour M. Gallien, plus le saisonnier est spécialisé, moins il a de chances d'avoir du boulot. Il rappelle que la formation est un maillon essentiel dans la sécurisation des parcours et que l'évaluation des ressources humaines est capitale en fin de contrat. Alors, la volonté de l'employeur conjuguée à celle du salarié, conjuguée aussi aux volontés régionales, sont des gages de réussite. Alors, le quatrième intervenant, M. Serge Magna, directeur de 3 villages de Ternilia et trésorier de l'UNAT, Rhône-Alpes, présente le projet social mis en place avec ses salariés. Il cite en exemple le problème de logement. Ils ont choisi de partager les marges en proposant des conditions de travail décentes. Il souligne que la convention collective a été créée à l'initiative des salariés et qu'il faut une réelle volonté. Des employeurs, oui, c'est vrai. Et il faut une réelle volonté pour allonger la saison à travers un projet économique différent. Alors, le cinquième intervenant, M. Jean-Jacques Pompelonne, directeur des ressources humaines du groupe Compagnie des Alpes, est invité à s'exprimer. Il présente des mesures prises par son groupe pour assurer la sécurisation des parcours, une clause de reconduction des contrats, des parcours de qualification aboutissant à des CQP, des rémunérations supérieures et un accord de sécurisation avec les partenaires sociaux. Alors, il reconnaît que la puissance du groupe permet une très forte fidélisation. Le turnover est inférieur à 5%. Bon nombre de saisonniers cumulent plus de 15 années d'ancienneté. Alors, le sixième intervenant, M. Bastien Bottella, président du groupement d'employeurs Réseau, Var-Bouches-du-Rhône, précise la difficulté du recrutement chaque année. Pour lui, le problème est de comment augmenter le chiffre d'affaires pour être ouvert à l'année, ce qui permettrait de proposer du travail sur toute l'année. L'objectif est de créer du CDI à temps partagé. Alors, par ailleurs, nous avons eu l'intervention de Richard de Tir, sociologue, qui rappelle que les enquêtes montrent que les étudiants et les primo-demandeurs d'emploi ne souhaitent pas rester saisonniers, mais 10 ans après, ils sont encore, pour la plupart, en emploi saisonnier. Alors, remarque de la salle, la saisonnalité étudiante est différente de la saisonnalité professionnelle. Voilà. Donc, ma collègue va continuer un peu sur les outils avec Corinne Sardou. Alors, sur les outils, effectivement, Madame Corinne Sardou présente la charte de confiance qui a été élaborée par les partenaires sociaux, la CCI, la Directe, Pôle emploi et signée par les salariés. Elle est en vigueur dans les Pays de Loire et également en Alpes-Côte d'Azur. Madame Chantal Berthomé, directrice de la MDE du Périgord noir, présente elle aussi sa boîte à outils du saisonnier qui comprend d'une part une charte de l'emploi saisonnier, qui est une véritable approche juridique, et un guide de compétences professionnelles attesté par l'employeur après les entretiens. Monsieur Dumas, de l'association Modèle, présente une forme originale de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. C'est une démarche collective d'employeurs qui suppose de l'engagement de ces mêmes employeurs, même si juridiquement, ce sont des montages compliqués. C'est un vrai changement culturel qui doit être compris par les salariés et par les employeurs. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher de M. Dumas pour avoir plus de précisions, parce qu'effectivement, c'est un modèle. L'association Modèle est un modèle, et donc en expérience, mais je pense que vous pourriez avoir de plus amples renseignements en le contactant directement. Le dernier intervenant, M. Jean Roufiac, qui est directeur de l'association Récolte 58, présente une expérience en cours. Elle est très récente puisqu'elle date du mois de mai 2013. Elle est issue de la volonté des élus de créer des régies de territoire à l'intérieur desquelles prédomine une logique de donneur d'ordre. Les activités ciblées sont des activités émergentes liées à l'environnement, des petits services aux mairies, aux petites mairies, et ces marchés n'entrent absolument pas en concurrence avec les entreprises du territoire. En conclusion, notre animateur, M. Laurent Grefeuille, affirme que le projet social et le projet économique sont liés. Il propose de trouver un modèle de développement autour de la charte de confiance pour récolter les fruits de la compétence. Voilà, sans doute, on a été rapide, il y avait plus de 9 intervenants. Voilà, on a essayé de faire le défilé linéaire plutôt qu'une synthèse qui était un peu compliquée à faire. Voilà, vous pouvez contacter les personnes si vous voulez plus d'informations. Merci pour votre exposé très concis. J'ai omis
oublié de vous présenter avant de vous lancer, donc je répare mon erreur maintenant. Donc Madame Danielle Couder, responsable de la Maison du Travail Saisonnier de Charente-Maritime, et Monsieur Jean-Michel Loutobi, directeur mission locale de Nord-Martinique. Merci à vous deux. Donc on va entamer le résumé de l'atelier 3, saisonnalité, pluriactivité, projet de territoire, avec Madame Laetitia Prat, de l'Association pour le développement réseau des territoires et des services, c'est cela? Voilà, entre autres, et Jacqueline Fabre-Morino d'Alatras. Donc alors nous, on a eu un atelier qui s'est déroulé en 2 temps. On a eu d'abord 3 témoignages et ensuite on a réparti le groupe en 3 groupes de travail qui devaient répondre chacun à 3 questions. Donc pour les témoignages, on a eu 3 territoires qui nous ont présenté leur action. On a eu le Dévoluy, qui est un territoire dans les Hautes-Alpes, qui a démarré sa démarche de la saisonnalité en partant du montage d'un relais de service public qui est passé par des enquêtes sur les territoires de diverses manières. Il y a eu une enquête à la population, il y a eu un schéma de service public et issu de toutes ces réflexions, il y a eu une embauche en 2009 d'une personne qui a commencé à monter le projet pour une labellisation RSP en 2010. Donc après, leur objectif, c'était de répondre à des besoins qui ont été ressentis pendant le premier hiver d'existence du RSP, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les employeurs venaient déposer des offres, mais consultaient aussi la banque de CV et de lettres de motivation, mais aussi la banque d'offres de logement. Les saisonniers, ils avaient un petit peu la même démarche, donc le logement aussi, le dépôt de CV et de consulter les offres d'emploi. Et il y avait la volonté de certaines entreprises d'aider, entre guillemets, les saisonniers de leur territoire en leur offrant des avantages. En gros. Donc le constat, ça a été d'adapter les services publics aux spécificités des saisonniers. Donc ça s'est traduit par une opération saisonnalité et pluriactivité avec un contrat PADS signé avec la région PACA qui leur a permis de mener déjà une enquête en étant accompagnés par une structure pour voir réellement quels étaient les besoins sur le territoire. Il y a eu, en parallèle de cette démarche, la maison de l'emploi qui a été montée sur le territoire des Hautes-Alpes et un diagnostic local territorial autour de l'emploi a été mené aussi sur ce territoire. C'est arrivé à la détermination d'axes majeurs qui sont donc le logement, l'emploi, la formation et la vie locale. Ces groupes sont animés par des groupes de travail et en parallèle, ils ont fait du benchmarking et de la visioconférence qui a concerné du transfert d'expérience avec d'autres structures qui menaient des actions qui auraient pu les intéresser ou il y aurait pu y avoir un transfert d'expérience sur leur territoire. Donc il y a des actions phares qui sont menées. C'est une bourse au logement, un service de logement saisonnier, c'est-à-dire qui propose aux propriétaires pour une somme de 59 € de mémoire d'adhérer à ce service et dedans il y a toute une gamme, c'est-à-dire ça va de l'état des lieux en passant par la remise des clés, enfin tout un dispositif qui permet aux propriétaires de louer son bien en étant sécurisé, on va dire. Ensuite, ils organisent un forum de l'emploi saisonnier. Ils ouvrent un espace d'accueil saisonnier en station 2 fois par semaine pour permettre aux saisonniers de venir poser leurs questions parce que se déplacer au relais service public, c'est pas forcément évident. Et ils ont réalisé un guide d'accueil du saisonnier, un guide d'accueil spécifique. Voilà. Donc après, au niveau des financements, c'est de l'Europe avec du FEDER et du FEADER, du FNADT pour l'État, la région PACA et la commune du Dévoluy qui s'investit aussi financièrement. Ensuite, on a eu l'expérience du relais du Sancy, qui lui, par contre, est parti d'un constat et d'une démarche initiée par l'AGFOS PME, qui était sollicitée au travers de questionnements sur comment on forme mieux les saisonniers, comment on pérennise les emplois, comment on les fidélise. Il y avait un déficit de qualification et la question de la professionnalisation a été quand même prégnante. Donc, il y a eu un dossier un projet qui a été déposé. FPSPP, je ne vous donnerai pas les initiales, je pense qu'il faut vous adresser aux dames du Sancy qui seront plus à même que moi de vous répondre. Et donc il y a eu des actions qui ont été ciblées, c'était le repérage des gisements d'emploi saisonniers, de mieux qualifier les besoins en emploi et en compétences, d'étudier les opportunités de mutualisation d'emploi et de compétences sur les territoires, et de mettre en œuvre de façon concrète avec les partenaires des actions de qualification et de sécurisation des parcours et bien sûr informer les saisonniers et les entreprises sur ce dispositif. Donc ça se traduit par l'animation et le montage d'un comité de pilotage avec les financeurs et les têtes de réseau qui sont là pour animer aussi cette dynamique.
Donc cette démarche a abouti à la création d'un relais saisonnier, donc qui est porté par la GEFOS, mais avec du personnel mis à disposition par la communauté de communes, enfin mis à disposition, détaché même. Voilà. Donc le relais, c'est un lieu ressource pour les employeurs et les saisonniers, qui met également en place une offre de formation, qui anime le réseau des acteurs de la saisonnalité, qui organise une bourse à l'emploi, qui est un observatoire de la saisonnalité et qui travaille aussi sur la communication. Ils ont beaucoup d'actions partenariales, notamment avec Pôle emploi, avec des partenariats forts, notamment sur des accès directs à des offres d'emploi du territoire sur la saisonnalité. Pas mal d'actions avec la mission locale. Voilà, donc là je pense qu'on peut faire ressortir, c'est le côté partenarial fort entre AGFOS, mission locale, PME, les territoires. Il y a un parc, les consulaires. Il y a vraiment plein d'acteurs qui se sont regroupés autour de ce projet et dans un territoire quand même de montagne. Et je pense que c'est une démarche assez remarquable aussi. Ensuite, on a eu, là pour le coup, un territoire complètement différent, c'est le Blésois. Donc là pour le coup, un gros territoire de 121 communes. Et là, eux, leur démarche, ça a été de faire reconnaître, entre guillemets, le travail saisonnier. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des emplois étaient considérés, c'était du CDD ou du renfort d'activité, des extras. Et il a fallu valoriser et qualifier l'emploi saisonnier sur ce territoire. La particularité, c'est peut-être que c'est porté par une communauté de communes, mais qu'ils interviennent à l'échelle supérieure du territoire. Non, le territoire concerné, c'est la communauté de communes. Et effectivement, c'est porté par la Maison de l'Emploi, mais qui intervient sur un bassin beaucoup plus grand que le territoire d'intervention initiale. Et voilà, donc ils ont ciblé, on va dire, des fonctionnements. Il y a des emplois, notamment dans l'agriculture, qui ont permis la création de parcours saisonniers, on va dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peu de moyens de locomotion peut travailler dans un périmètre restreint sur la cueillette, il y avait la mise en... Enfin, il y avait plein d'activités qui permettaient de faire un circuit et de permettre aux saisonniers de ne pas avoir beaucoup de kilomètres à faire tout en restant dans son cœur d'activité et d'avoir une complémentarité, en fait, d'utiliser l'agriculture et de toutes les complémentarités offertes par les saisons. Ensuite, le constat a été fait aussi qu'il y avait une baisse du nombre d'offres d'emploi sur le territoire. Et en fait, par le fait qu'il y a eu beaucoup de main-d'œuvre étrangère qui est venue, et le projet aussi de cette maison de l'emploi, c'était aussi de recentrer l'emploi sur les habitants du territoire et de proposer aussi ces offres-là aux habitants, et du coup d'augmenter le nombre d'offres présentes et de faire évoluer le marché de l'emploi aussi, et de dire que la saisonnalité, ça pouvait être une solution à des situations précaires et difficiles. Donc ce que vraiment ils ont voulu faire, c'est de valoriser l'emploi autour du champ économique, de mettre en place une ressource locale, mais surtout de qualifier cette offre d'emploi, de permettre aux gens d'être reconnus dans leur activité de saisonnier, que ce soit dans l'hôtellerie-restauration, dans l'agriculture. Et voilà. Après, c'était aussi la reconnaissance du saisonnier, entre guillemets. On a dit, c'était d'arrêter de maltraiter les gens. Le mot maltraiter est sorti. Je pense que c'était la mutualisation les petits contrats consécutifs ne sont pas forcément évidents à vivre. Et là, ça permettait de se dire, on peut travailler sur plus long terme dans un secteur qui nous intéresse, qui nous concerne, où on peut éventuellement se former parce qu'on sait que derrière, on va avoir un travail plus périn. Voilà. Et toute cette animation territoriale est faite par une personne. Voilà, la personne qui nous a présenté cette expérience. Ensuite, on a travaillé donc sur 3 questions qui tournaient autour de... Donc il y avait une question sur les projets de territoire. À quelle échelle territoriale les projets sont pertinents? Ensuite, quels sont les outils déclencheurs et les partenariats nécessaires pour mener à bien ces projets? Et on a terminé par le rôle des maisons des saisonniers et des animateurs de maisons des saisonnalités. Est-ce qu'ils sont simples accueillants ou est-ce qu'ils sont des développeurs locaux, des développeurs territoriaux? Hop là. Alors je commence par le partenariat. Donc là, on a travaillé en 3 groupes. Donc en fait, on a eu une synthèse des 3 groupes à la fin de l'atelier. Donc il est ressorti que suivant les territoires, le partenariat pouvait différer. Soit il était issu de lieux préexistants où du coup les partenariats existaient déjà et on s'est appuyé dessus, on ne les a pas réinventés. Ça se traduit souvent par des comités de pilotage, donc là qui pour le coup sont plutôt annuels ou biannuels, mais par des comités techniques aussi, là
peuvent se retrouver jusqu'à tous les mois. Et dans ces comités techniques, on peut retrouver des fédérations, des syndicats, des branches professionnelles, des chambres. On a aussi des collectivités. Voilà. Enfin, ça reste des groupes assez mixtes et qui permettent de faire avancer les structures sur différentes thématiques et, voilà, et d'avancer. Je vais finir par avoir soif. Donc après, on a fait un constat, c'est qu'il pouvait éventuellement y avoir des difficultés, et on a sorti 4 aspects. Donc déjà, le qui fait quoi. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a de la complexité, il y a des croisements. Il y a aussi, pour ceux qui ont qui créent leur structure, sur quels partenaires s'appuyer, parce qu'ils sont nombreux. Et il faut quand même aussi avoir un copil à 15 ou 20 partenaires, et pas forcément évident. Après, est-ce que la structure est légitime pour animer ces partenariats ? Et aussi, il y a dans la notion de partenariat, il y a aussi la notion de ne pas faire concurrence à la structure avec qui on va devenir partenaire. Et certaines fois, il y a des craintes de doublons sur le territoire. Et ne pas aussi faire des réunions trop fréquentes pour ne pas fatiguer le partenariat. Voilà. Donc après, on reprend les partenariats. Donc les notions, c'est le financier, l'institutionnel, les prestataires et les collectivités locales et territoriales qui sont principalement cités. On rajoute les partenaires sociaux et les entreprises et les salariés qui ont été évoqués mais pas cités à chaque fois. Donc comité technique COPIL, on a dit. Ensuite, il y a aussi des commissions ad hoc, c'est-à-dire que quand on monte une action, il peut y avoir besoin spécifiquement de monter un partenariat qui va durer le temps de l'action. Donc là, c'est ponctuel, c'est en fonction du projet. Et après, on a tout ce qui est partenariat lié aux prestations aussi qui nécessitent... Donc ce partenariat va se traduire par différentes choses, soit une charte, soit une convention, soit un contrat. Et les conditions de réussite, c'est s'appuyer sur de l'existant, la taille de réunion et les méthodes d'animation. Essayer d'avoir une animation un peu vivante. Voilà. L'animateur, les animateurs des partenariats sont importants. Il faut vraiment qu'il y ait une légitimité et une compétence dans ce domaine. Et la stratégie, souvent, c'est de monter le partenariat en même temps que le diagnostic. Ça permet de faciliter les relations. Et il y a une chose qui a été évoquée aussi, c'est que souvent le poids du partenariat peut permettre le maintien d'une structure quand il y a des difficultés. Et d'avoir des partenaires confiants et investis, ça permet de maintenir et de faire évoluer dans le bon sens les structures. Après, on a parlé donc du coup des territoires et de l'échelle d'action des maisons des saisonnalités ou d'autres structures d'accueil polyvalentes. Donc on a constaté que le périmètre pouvait être souple et fluide aussi, parce qu'en fonction de l'action ou si c'est un territoire d'action, en général, il est très recentré sur le bourg-centre et ce qui se passe autour. Mais si c'est un territoire d'études, ça peut aller jusqu'à une échelle pays, parce qu'il y a des thématiques communes, peut-être avec des entrées différentes, mais l'importance d'avoir une action un peu plus large permet de mieux définir les objectifs du projet. On constate que l'échelle pertinente, quand même, en général, au vu des choses qui ont été évoquées, c'est le pays. Il y a des actions, quand même, il y a beaucoup d'actions ou de lieux qui sont ou portés par un pays, ou des MDE qui sont sur des pays, ou des relais de services publics qui ont une échelle assez large. Donc après, il y a aussi, on peut constater qu'il y a effectivement un périmètre d'études, mais il y a aussi un périmètre politique. Il faut aussi avoir la conscience du côté politique et des financements aussi, parce que suivant le projet, suivant l'action, le financement va porter sur tel ou tel périmètre et on ne peut pas l'élargir. Voilà, il faut vraiment tenir compte de ça. C'est moi. Donc après, dans cette question-là, il y avait la notion cette notion de territoire, elle était
Elle était aussi ressortie par le fait qu'il y a ou des maisons de l'emploi, ou des communautés de communes, ou des associations qui portent ce genre de structure. Donc ça fait une multiplicité d'intervenants. Et donc du coup, l'échelle, là aussi, elle est mouvante. Le territoire, en général, on part d'un territoire, souvent, quand on a parlé des maisons de l'emploi, dès le début, c'est un territoire intégré parce qu'on sait sur quel territoire on va intervenir. Les partenaires sont déjà présents. Et l'étude de départ va conditionner le territoire. C'est ça qui perturbe. Voilà. Et il y a aussi une proximité financière, donc je l'ai évoqué déjà. Bonjour. La troisième question, moi, je vais être assez rapide, Alain. Donc apporter effectivement sur les maisons des saisonnalités leur rôle en tant que développement local, développeur local. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné sur un territoire on est simple guichet d'accueil, information, et qu'est-ce qui fait que sur d'autres territoires ces structures-là prennent tout de suite une ampleur d'outils de développement économique? Donc on a essayé de mettre en exergue les différents leviers qui peuvent être aussi des freins. Alors, tout dépend de la manière dont elle regarde. Donc Laetitia a déjà parlé partenariat, légitimité, etc. Donc je vais aller assez vite là-dessus. Je vais aller vite. On est à vos dispositions pour approfondir ça, il n'y a pas de souci. Du coup, donc évidemment, la base, la colonne vertébrale, on va dire, c'est le soutien politique. C'est évident, un soutien politique fort fait qu'une maison des saisonnalités va être très présente et très identifiée sur un territoire. On a vu aussi que lors des changements de majorité politique, même si cet outil maison des saisonnalités est bien ancré et répond vraiment à des besoins, ça peut être très perturbant et ça peut ralentir aussi le dynamisme de cette structure. Donc le politique est vraiment très important. Du politique, bien évidemment, dépend des financements, mais vous allez voir que les différents leviers sont tout imbriqués. On est dans un tissage des financements, évidemment. On a mis en avant l'importance aussi d'avoir une part d'autofinancement. Donc une maison de saisonnalité peut aussi devenir des prestataires de services, vendre, voilà. Donc ensuite le portage juridique qui est très important. Selon le portage juridique, on peut avoir une latitude de mouvement plus ou moins importante, une prise de décision rapide, une réactivité, et on a mis aussi en avant que plus le portage juridique était assez souple, enfin qui permettait, si vous voulez, une certaine souplesse, et plus l'aspect financier était précaire, dans le sens où si on a un portage juridique où on est quand même assez libre de nouveaux mouvements, souvent les financements derrière sont plus précaires et plus difficiles à obtenir. Donc voilà, j'en dirai pas plus, à vous d'imaginer. Ensuite, on a dit, parce que c'est vrai que dans les 3 présentations de maisons des saisonnalités, on avait un OPCA comme porteur juridique, donc AGFOS PME Auvergne, c'est le seul portage juridique de ce type-là en France aujourd'hui. Nous avions donc une mairie, le Dévoluy, et nous avions donc une maison de l'emploi. Voilà. Ensuite, la qualité, le dynamisme du chargé d'accueil. Alors, bon, c'est sûr qu'on peut être très dynamique, mais si on est freiné par les institutions, la gouvernance, etc., c'est pas évident. La terminologie aussi de la fiche de poste, est-ce qu'on est simple accueillant, ou est-ce qu'on est chargé d'animation ou chargé d'accueil? Donc là, effectivement, ça peut déjà donner un petit indice. La genèse et l'histoire. Si une maison des saisonnalités est une création pure, ça change aussi de si c'est quelque chose qui se greffe sur déjà de l'existant. Alors ça peut être un levier comme un frein. Alors sur l'existant, si on a déjà par exemple le portage juridique avec des compétences de développement économique, tourisme, logement, ça peut effectivement aider la maison des saisonnalités à monter en puissance sur ces thèmes-là. Si le porteur juridique a des outils bien identifiés, des moyens humains, financiers, etc., ça peut évidemment aider à la prise à cette dimension-là. Donc, à contraire, non. La légitimité, on en a parlé. Alors, moi, j'ai demandé à approfondir un petit peu qu'est-ce que vous entendez derrière légitimité. Donc, Laetitia en a parlé. Légitimité, partenariat. Souvent, quand on a 2-3 partenaires, on en perd un derrière. Parce que le partenariat est compliqué, difficile, il faut le reconnaître. C'est difficile de travailler en partenariat, voilà. Il y a des gens qui se sentent en concurrence, il y a des gens qui ne se sentent pas compris, il y a des gens qui ont peur. Alors après, derrière aussi, il y a des problèmes de financement. Attendez-vous, vous marchez sur mes plates-bandes, moi je fais déjà ça, donc si vous le faites, mais je vais perdre mes financements, donc c'est un petit peu des peurs comme ça. Je pense que c'est important l'approche, la manière d'approche, l'explication, la concertation, c'est le fil conducteur de ces rencontres. Et après, il y a quelque chose d'autre qui est sorti aussi. Et dans la légitimité, on a parlé aussi de modèles économiques. Donc des fois, sur des territoires, il y a des modèles économiques bien établis. Et effectivement, ça peut bouleverser, déséquilibrer, et ça fait peur. Et le public reçu. Le public reçu, donc on en a parlé hier, montagne, littoral, plaine, ça peut être un petit peu différent. Alors la saisonnalité et la pluriactivité, surtout sur les littoraux, il me semble, de ce qui a été dit, puis un peu de mon expertise, elle est beaucoup plus diluée en fait, qu'en montagne où elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus identifiable. Même si quantitativement, on
est certainement sur des... Enfin, on est sur des mêmes données, mais c'est vrai que visuellement, on les identifie peut-être mieux. Donc, peut-être que ces maisons des saisonnalités-là sont plus poussées à faire du développement local pour des publics peut-être plus locaux, que peut-être des publics plus volages, mobiles. Voilà, donc il y a aussi une notion de public. Et après, on a évidemment raccroché ces éléments-là au label Maison des saisonnalités. Est-ce que le label est un outil qui favorise cette dimension-là de développement local ou pas? Et il a été donc la réponse est oui, puisque effectivement il y a toute une partie obligatoire de partenariat, donc qui est formalisée. Bien évidemment, il y a un comité contributif qui doit exister. Alors on ne dit pas que c'est un comité décisionnel, c'est un comité qui apporte des contributions, qui est là pour donner des avis. Donc ça favorise aussi les prises de décision, les groupes de travail thématiques qui peuvent après permettre l'amorçage et d'actions concrètes, formation. On a aussi toute une partie sur le label vis-à-vis des employeurs. Donc on est vraiment sur du développement local, de la sensibilisation, de l'accompagnement. Voilà, pour ma part. Merci. Merci beaucoup. Nous n'avons pas le temps d'entamer un débat à la suite de ces synthèses d'ateliers, mais vous pourrez poser des questions aux rapporteurs lors de notre débat général tout à l'heure. Donc on va immédiatement entamer la table ronde intitulée « Quel levier pour améliorer l'emploi dans les secteurs et sur les territoires à forte saisonnalité et pluriactivité ?» Et donc je vais demander aux autres grands témoins de cette table ronde de rejoindre la tribune. Je vais vous présenter donc ces grands témoins. Donc Monsieur Joël Giraud, troisième vice-président délégué action régionale pour le massif alpin de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Madame Claude Comet, deuxième conseillère régionale au tourisme et à la montagne de la région Rhône-Alpes. Monsieur Antoine Fatiga, président d'Alatras, conseiller régional Rhône-Alpes. Nous accueillons également Monsieur Philippe Cotet, représentant CGT au Conseil national de la montagne, secrétaire Conseil national de la montagne, excusez-moi. Voilà. Monsieur Raoul Hadou, secrétaire général EFO des Hautes-Alpes. Monsieur Thierry Doll, président de la Fédération nationale des entreprises des activités physiques de loisirs. Monsieur Pierre-Yves Manfredi, chargé de mission domaine skiable de France. Monsieur Jackie Marcotte, vice-président délégué de l'Union nationale des associations de tourisme de la région PACA. Madame Marie-Thérèse Gontard, chargée de projet partenariat au Pôle emploi, direction régionale Rhône-Alpes. Et monsieur Jacques Guyot, directeur général des services de la mairie de Saint-Martin de Belleville, porteuse de la première maison des saisonnalités. Et enfin, monsieur Yvan Davidoff, directeur adjoint des relations sociales à la Directe Aquitaine. Je crois que j'ai oublié personne. Voilà, donc je vais demander à chacun des témoins en fait, d'être très concis dans ses propos parce que vous êtes très très nombreux. Et si on veut garder un temps d'échange avec la salle qui serait très intéressant pour tout le monde, donc on va essayer d'aller vite. Donc je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Giraud pour quelques mots d'introduction à cette table ronde. En 1h30, c'est ça? Voilà. C'est bien, j'ai bien compris le message. Bien. Écoutez, d'abord, toutes mes excuses de ne pas vous avoir accueilli hier, mais Jean-Louis Clément l'a fait avec brio, je le sais. En plus, c'était un socioprofessionnel très impliqué dans ces milieux, donc c'était une très bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions à poser, questions sur effectivement la reconnaissance de la saisonnalité, de la pluriactivité, dans un univers qui devient finalement plus difficile. Bon, vous savez qu'il y a un tas de réformes en cours, on est sur des réformes globalisantes, métropolisantes en ce moment, avec l'acte 3 qui n'en est pas un, de la décentralisation, ou du moins qui ne dit pas vraiment ni son nom ni son odeur.
mais nous avons aujourd'hui une difficulté de plus en plus grande à faire reconnaître la spécificité de l'emploi dans un certain nombre de territoires. Alors il y a des choses extrêmement intéressantes, comme par exemple la mission confiée à M. Noguet s'agissant de ce secteur, mais c'est vrai que quelquefois on est un peu surpris par les réactions qui peuvent être celles des dirigeants nationaux. Moi je vous donnais un seul exemple, parce qu'il m'a marqué plus que d'autres, c'est dans le débat sur la loi Allure, la loi Duflot. Débat sur le logement, donc débat sur quelque chose qui est une priorité, parce qu'on ne peut pas parler de politique d'emploi si par ailleurs il n'y a pas de politique de logement, il n'y a pas de politique d'accueil des saisonniers sur nos territoires. Et comme les saisonniers étaient cruellement absents de ce texte, nous sommes un certain nombre à avoir voulu que pour le moins on s'en préoccupe. On se préoccupait uniquement des gens qui étaient dans des logements à partir de 8 mois de présence au travers de ce texte, ce qui quelquefois pose problème. Et c'est là où on voit que l'incompréhension peut être totale dès lors que des projets de loi sont phagocytés par des gens qui sont essentiellement des urbains, puisque bon, la ministre a renvoyé à botter en touche sur son rapporteur, qui lui-même a fait rejeter les amendements qu'on avait pu déposer, qui consistaient à considérer qu'il y avait une problématique en dessous de 8 mois et qu'il y avait une problématique de précarité du logement saisonnier, ce qui me semblait assez évident, rappelant quand même quelques incidents graves qui sont conclus par la mort de personnes sur des parkings avec des camions. Et la seule solution qu'a trouvé le rapporteur en rejetant les amendements, c'est de proposer que les saisonniers aient accès aux associations de consommateurs pour se défendre. Donc je trouve vraiment que c'est vrai qu'on a de plus en plus de difficultés dans ce monde à faire comprendre qu'on veut transformer simplement une situation qui est une situation de typologie d'économie en une chance pour certains territoires, mais également en une chance pour certains salariés. Il ne s'agit pas d'un repli sur soi en considérant que c'est un nouveau handicap naturel qu'être saisonnier, pluriactif sur des territoires, mais que ça peut être au contraire une chance pour ces territoires. Et je crois que c'est peut-être ce discours qui est le plus difficile à faire passer, et c'est sans doute ce discours qui est à la source des problèmes dont nous débattons aujourd'hui sur la table ronde. Tant que ce pays ne sera pas plus fédéral, plus régionalisé, plus en phase avec ces territoires, comme le sont un certain nombre d'États dans l'Union européenne, je crois qu'on continuera à avoir ce type de difficulté de compréhension. C'est la raison pour laquelle je compte sur toutes les instances qui sont ici représentées, ceux qui m'accompagnent au Conseil national de la montagne, mais également celles et ceux qui nous accompagnent dans les politiques régionales, et en particulier de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque nous sommes pacsés avec Claude Comet, qui est là, en tout bien tout honneur, hein, rassurez-vous. Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure d'ailleurs, mais peu importe. Et il s'en fout de complet, ouais. Mais je crois qu'effectivement, il y a des messages à faire passer qui, jusqu'à présent, démontrent qu'il y a une profonde incompréhension dans un pays qui n'a jamais vraiment compris ses territoires. Voilà. Merci, Monsieur Giraud. Madame Comet, la contribution de la région Rhône-Alpes à la mission Noguet va servir de base à nos discussions. Je crois qu'elle a été distribuée à tout le monde. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit hier. Oui, vous l'avez. Donc, en fait, est-ce que vous pourriez rapidement en résumer les grandes lignes et ensuite nous dire qu'est-ce qui vous semble prioritaire à vos yeux pour améliorer l'emploi ? Oui, bonjour à tous. D'abord, je suis toujours heureuse de me retrouver dans ces assemblées d'Alatras, et on y retrouve finalement les mêmes personnes et d'autres personnes nouvelles qui représentent à la fois les employeurs, qui représentent les territoires, qui représentent l'État, ses services, les régions, les partenaires sociaux, autour de cette problématique qui est fondamentale, parce que dans le tourisme, qu'il s'agisse des territoires de montagne ou qu'il s'agisse des territoires touristiques tout simplement, la ressource, l'essentiel de la ressource, c'est la ressource humaine, et que donc c'est d'abord là-dessus et avant tout là-dessus qu'il faut qu'on se penche. Mais ça, il faut peut-être le redire de façon un peu systématique, parce que parfois on l'oublie. Alors oui, on a fait une contribution pour ce rapport Noguet qui est en cours et dont on nous annonce qu'il pourrait livrer quelques informations au prochain Conseil national du tourisme.
et dont on espère évidemment qu'il y ait une prise en compte au niveau de l'État de cette problématique forte et qu'on puisse apporter des réponses. Je crois qu'on le sait, et tous les travaux qu'on fait les uns et les autres, qu'Alatras fait régulièrement dans ces réunions, ces rencontres des saisonnalités, qu'on a pu faire en Rhône-Alpes lorsqu'on a mis en place des rencontres régionales des saisonnalités, les contributions qu'on fait, le travail qu'on fait aussi au sein du Conseil national de la montagne, c'est pour finalement répartir les responsabilités et que chacun à sa place joue bien son rôle et puisse travailler en synergie, et puis qu'on puisse effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois ce matin, trouver les accompagnements financiers, ce qui n'est jamais le plus simple. Moi, ce qui me frappe finalement sur ce dossier-là, c'est qu'il y a énormément de bonnes pratiques, mais qu'il y a encore des situations catastrophiques qui continuent et qui perdurent. Joël a évidemment rappelé ce problème de jeunes qui sont morts et ça avait évidemment bouleversé tout le monde dans une camionnette, etc. Mais ça perdure, ça reste, et donc on reste avec des conditions extrêmement difficiles et toujours la même problématique. Une saisonnalité qui peut être choisie, mais qui est le plus souvent subie. Et puis, la difficulté, évidemment, d'aller vers ce que nous voulons tous ensemble, c'est la sécurisation des parcours et des plateformes de sécurisation des parcours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous travaillons tous dans ce sens-là, et toutes les bonnes pratiques qui essaient de se mettre en réseau font avancer là-dessus. Moi, je voudrais redire que les régions, évidemment, sont extrêmement mobilisées sur ce thème-là et depuis longtemps. PACA travaille sur ce sujet, Rhône-Alpes travaille sur ce sujet, l'Aquitaine travaille sur ce sujet, Languedoc-Roussillon nous annonce, qui est représenté par sa responsable du service tourisme, nous annonce que vraiment c'est un sujet qui est important, fondamental. Je crois que la Bretagne aussi travaille sur ce sujet. Au sein de la commission tourisme de l'Association des régions de France que préside, donc cette commission est présidée justement par Agnès Jullian, qui est vice-présidente Languedoc-Roussillon, on a mis en place une plateforme saisonnalité pour mutualiser, travailler, etc. Entre autres, il y a un sujet sur lequel il faut absolument mutualiser, c'est la plateforme information des saisonniers au niveau national. On a mis en place, nous, une plateforme qui s'appelle Question Saison, qui relaie, qui fait travailler ensemble autour de cette plateforme les employeurs, les partenaires divers et variés, à disposition des saisonniers. Ça, ben, c'est lourd. Et puis surtout, quand on est sur une région comme la nôtre, si on met tous nos moyens là-dedans, vous savez ce qu'il en est de l'argent régional, on ne le met pas dans autre chose. Donc on a intérêt vraiment à mutualiser pour pouvoir faire des plateformes qui puissent se retrouver un petit peu au niveau national avec des branches régionales. Voilà. Ce qui continue de poser question, c'est évidemment les problématiques de logement. Et là, les réponses sont toujours complexes, toujours compliquées. Partout, on le dit qu'il y a cette problématique de logement, et partout, on continue d'avoir des réponses un peu au coup par coup. Alors, comment on fait pour organiser les choses ? On le prend au sérieux et très en compte dans les prochains programmes opérationnels de massifs interrégionaux. Joël insistait tout à l'heure sur les lois de décentralisation en cours et le fait que, et il vient de mettre en place un groupe de travail spécifique au sein du Conseil national de la montagne sur ce thème-là, l'évolution de la loi montagne dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire dans le cadre où les régions jouent un rôle majeur. Je veux saluer ici Robert de Caumont, qui a été un des pères de la loi montagne. La loi montagne a été la première loi de décentralisation. Elle a mis en place les comités de massif. Je sais que Nils Ginestrou, hier, vous a longuement parlé des programmes opérationnels à venir, et il y a Philippe Guédu, qui représente la région PACA, qui est à la manœuvre sur la prochaine génération de programmes. Nous sommes paxés avec Joël très, très fortement au sein du massif des Alpes, dans
comité, oui, c'est notoriété publique, dans le comité de massif pour préparer les politiques publiques et pour pouvoir, et on est extrêmement pragmatique, abonder les actions portées par les collectivités, et qu'elles soient d'ailleurs départementales, régionales et autres, ou les acteurs, de les abonder de fonds européens ou de fonds d'État. C'est les programmes opérationnels interrégionaux de massif ou les conventions interrégionales de massif. Je crois que Niels Ginestroux vous l'a bien dit hier, mais nous pointons évidemment la saisonnalité comme un des secteurs déterminants qu'il faut accompagner à tous les points de vue, sur le logement à travers toutes les opérations de rénovation thermique des hébergements touristiques, dont on voudra qu'il y ait une part évidemment pour les saisonniers, à travers l'innovation sociale. J'ai entendu beaucoup parler du dialogue social territorial. Comment accompagner le dialogue social territorial en termes d'innovation sociale, effectivement. Voilà, toutes ces problématiques sont en cours. La difficulté qui reste, et c'est celle qui est toujours la même, c'est nos règlements administratifs, financiers, etc., que ce soit ceux de l'Europe, que ce soit des régions, on est toujours là pour accompagner l'innovation, et du coup on est dégressif progressivement pour que les structures se pérennisent toutes seules, et elles ne peuvent pas d'évidence se pérenniser, et qu'on a des problématiques là d'accompagner un fonctionnement récurrent, etc. Alors quand on fait une contribution à la loi Noguet, je vais en finir là, il y a mettre en évidence ce qui va relever de l'État, et de ce que lui doit prendre en compte pour assurer justement les passerelles, la sécurisation des emplois, la prise en compte du contrat saisonnier, ou en tout cas de la problématique de la prime de précarité qui n'existe pas, etc. Les obligations des uns et des autres, que l'État soit garant finalement de l'intérêt général, donc de faire remonter un certain nombre de remarques, de mettre en place justement des référents qui puissent faire en interministériel le lien, parce que c'est vrai que c'est difficile de porter cette problématique dans tous les services, et d'ailleurs de mettre aussi des référents dans les départements pour pouvoir assurer ce lien et aller chercher et mobiliser les acteurs autour des problématiques clés qui sont toujours les mêmes: logement, transport, santé, etc., qualité de l'emploi, qualité du contrat, etc. Et après, l'idée finalement, c'est que chacun finalement ait sa part de responsabilité, d'action, et que ce soit bien clair, et que chacun soit responsabilisé dans ses missions. Je voudrais, et j'en finis juste là, revenir sur le rôle clé, effectivement, des maisons des saisonniers sur les territoires. On le sait bien que c'est là que ça se passe, que les saisonniers vont venir s'adresser à ces maisons des saisonniers. Là, l'idée aussi, c'est de ne pas organiser la concurrence entre les divers services présents sur les territoires, les maisons de l'emploi, les relais de services publics, les maisons des saisonniers. Si on organise la concurrence, on fout tout en l'air. Donc on le voit bien, ce sont des outils moteurs sur les territoires du dialogue social. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est un peu tout ça, finalement, qu'il faut qu'on travaille ensemble, peut-être pour arriver à des choses un peu organisées, prescrites, et qu'on puisse les abonder, nous, dans nos programmes de fonds, qu'ils soient européens, d'État ou régionaux. Merci. Merci, Madame Connet. Vous pourrez réintervenir à tout moment. La seule chose que je voudrais signaler aux différents intervenants de la table ronde, c'est que je ne vous vois pas tous en même temps. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, il faut qu'il lève le bras très haut ou qu'il le dise dans le micro, parce que je ne le verrai pas forcément. Voilà. Je vais revenir très rapidement vers vous, Monsieur Giraud, mais très rapidement. Mais il me semble intéressant que vous nous disiez un mot dans le cadre de ce groupe de travail spécifique que vous avez créé au Conseil national de la montagne. Quelles sont les conclusions que vous avez dégagées, et très rapidement, mais très rapidement, quelles sont selon vous les priorités pour améliorer l'emploi ? Il a été à la fois engendré et créé lors du dernier Conseil national de la montagne des ACP, donc ce qui veut dire qu'il se réunit pour la première fois dans quelques jours. Donc heureusement, je n'ai pas encore les conclusions, ça serait extrêmement grave. Mais bon, je crois que... Mais vous avez bien des priorités.
On a déjà réuni le groupe tourisme, il y a déjà une petite feuille de route. Non, il faut être très clair. Aujourd'hui, on est face à une situation où, tout à l'heure Claude l'a rappelé, la montagne est devenue, je dirais, au travers de la loi montagne, un objet, je dirais, différent qu'en 1985. Nous sommes sur une logique qui devient de plus en plus une logique décentralisée, où aussi nous avons des difficultés à faire vivre, je le dis très clairement, l'interrégionalité. Et c'est des enjeux qui avaient été bien posés par la loi de 85 au travers des comités de massif. Les comités de massif ont mis longtemps à être vraiment interrégionaux. Ils le sont vraiment aujourd'hui et le travail est fait de manière intelligente. Est-ce vraiment reconnu au niveau national? Je n'en suis pas pleinement persuadé. Et encore hier, je parle sous le contrôle de Philippe qui arrive de la place de Brocaire. Il est reparti, mais alors je peux dire n'importe quoi, tout va bien. Mais de la place de Brocaire à Bruxelles, on est plutôt sur des logiques où Bruxelles, qui avait déjà une allergie à l'interrégionalité du temps de la commissaire Danuta Hübner, a maintenant une nouvelle allergie et voit plutôt les choses interrégionales comme des volets interrégionaux des programmes régionaux. Voilà, parce qu'il y a quand même une Europe qui est largement fédérale et la France ne l'est pas du tout. De surcroît, il est très difficile aujourd'hui d'avoir une lisibilité sur qui va gérer un certain nombre de programmes, bien qu'il y ait des options qui aient été prises. Elle le disait tout à l'heure, bon, ces options sont prises, les régions sont en pole position. Cela étant, il n'en reste pas moins que beaucoup de choses ne sont pas éclaircies. Faut-il des groupements d'intérêt public pour gérer les choses de manière commune? Peut-on faire les choses de manière différenciée, c'est-à-dire faire gérer par une seule région pour le compte de tiers? Enfin, tout cela n'est pas d'une grande clarté. Et nous sommes sur des difficultés de mise en œuvre, d'essuyage de plâtre, qui ne sont pas forcément efficaces au regard de la mise en œuvre des politiques publiques qui doivent arriver en 2014, qui ont toujours un petit peu de retard dans ces cas-là, puisque la stratégie 2020 est un peu décalée, mais où nous allons avoir des difficultés de mise en œuvre. Il y a un certain nombre de choses à toiletter. Alors il y a des positions extrémistes. Moi je suis arrivé un jour dans une réunion de l'Association des régions de France, tout fraîchement élu à l'ACP du Conseil national de la montagne, et le premier truc qui était sur le slide devant moi, ce qui était une façon d'accueillir qui était remarquable, c'était suppression du Conseil national de la montagne. Bon, le président de l'Auvergne, de toute l'Auvergne, Souchon, l'avait ainsi écrit. Moi je crois qu'il faut faire attention à une chose, c'est que sur ce que nous sommes en train de... Alors je vais rester sur la politique montagne, je m'en excuse pour ceux qui ne sont pas des montagnards dans ces rencontres sur la saisonnalité, mais là où il faut faire très attention, c'est qu'on est arrivé au niveau européen, au travers de l'article 174 du traité de Lisbonne, à avoir une politique qui est reconnue pour la montagne, l'insularité et les territoires à faible densité. Bon, ça n'a pas été facile, il a fallu utiliser tous les arguments justement issus de la loi montagne en France, dont le père putatif est assis en face de moi et en contrebas, mais également, c'est toujours père putatif, je suis désolé, c'est comme ça dans la... Et nous avons dû également utiliser quelques lobbyistes italiens qui étaient persuadés, enfin la France et l'Italie sont à la pointe dans ce combat depuis des années. Bon, ça n'a pas été facile, et maintenant, il y a un autre combat, c'est pour ne pas abandonner une politique nationale de la montagne. Moi, j'ai très peur que dans des contextes comme cela, on n'ait plus que des politiques régionales de la montagne qui ne seraient pas en cohérence et qui finalement iraient au contraire de la loi relative notamment au comité de massif. Moi, c'est mon inquiétude, je le dis de la manière la plus importante. L'absence de politique nationale de la montagne pourrait être mortelle sur des territoires comme les nôtres, parce qu'elle engendrerait effectivement tout simplement des disparités en fonction des régions, et qu'on n'arrivera pas à assumer parce que par ailleurs les régions françaises ne sont pas les lenders. Ni sur le plan de la... Je vous rappelle quand même que déjà entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour la citer, et sa voisine, la région Piémont, il y a un rapport de budget de 1 à 10, ce qui n'est quand même pas complètement négligeable. Et si vous prenez les lenders allemands on va dire de même taille, le rapport est de 1 à 20 ou de 1 à 30. Je rappelle que les départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin sur les départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a 3 départements qui ont un budget supérieur
à celui du conseil régional, et 2 départements qui ont un budget qui est un 20e. Je parle des 2 départements alpins. Je mets les Alpes-Maritimes un peu à part, parce que le comté de Nice a toujours été un peu à part. Mais c'est comme ça, c'est historique, même dans l'Empire romain germanique. Donc voilà, moi je me méfie beaucoup de cette situation. Il faudra que par les textes, nous prenions garde à bien retrouver des équilibres qui font que maintenant que nous avons une politique européenne de la montagne, que nous devons avoir une politique nationale de la montagne qui est renforcée, qui ne disparaît pas au profit de multiples politiques régionales qui seraient finalement contradictoires avec l'engagement européen de l'article 174 du traité de Lisbonne. Merci beaucoup. Je vais donner à présent la parole aux représentants des syndicats et des branches professionnelles. Donc, on va se recentrer sur l'emploi. Je vais donner d'abord la parole à M. Cotet et à M. Hadou, l'un à la suite des autres, avec une question en fait commune. Comment on va mieux sécuriser le parcours des saisonniers et des pluriactifs? Et selon vous, quels sont aussi les freins qui empêchent l'amélioration de l'emploi? Alors c'est une question vaste et on a peu de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Oui. Première chose, je dirais, alors on va y aller à la hache, hein, parce que comme on est contraint par le temps, ça risque d'être un peu caricatural, mais pardonnez-moi. Première chose, je pense que une des priorités pour le législateur, si on veut travailler sur l'amélioration de l'emploi des saisonniers, ça devrait être de mettre fin à la notion même de contrat de travail saisonnier. C'est-à-dire que le contrat de travail saisonnier, c'est un peu la double peine. C'est à la fois le contrat de travail précaire, mais c'est à la fois des droits moindres par rapport aux droits communs. Et donc, il n'y a aucune légitimité à ce que ce contrat se perpétue aujourd'hui. Nous, ce qu'on demande au niveau syndical, notamment la CGT, c'est que les salariés saisonniers rentrent dans le droit commun et des CDD, et qu'on travaille à ce qu'il y ait une sécurisation et qu'on aille vers des CDI avec un certain nombre d'outils sur lesquels je vais revenir après. Donc ça, c'est un peu le préalable. Et ça ne peut venir que du législateur si un jour il décide de s'intéresser aux questions de la saisonnalité et de l'emploi saisonnier, mais il ne faut jamais désespérer, peut-être que ça viendra. Deuxième aspect, ce qu'on constate, et la journée d'hier l'a bien montré, c'est que ce qui marche, on l'a vu hier au niveau du dialogue social territorial et des projets de territoire, ce qui marche, c'est quand on arrive à mettre l'ensemble des acteurs autour de la table sur un projet. Et que quand on y arrive, donc, il y a des résultats. On a présenté hier l'accord du 05 sur la formation des saisonniers, mais dans les différents ateliers, il y a eu une multitude d'exemples qui le prouvent. Et quand ça ne marche pas, c'est quand il y a un des acteurs qui manque à l'appel. Eh bien, je dirais qu'au niveau global, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, la problématique, c'est que il y a tout un tas d'intervenants sur le potentiel sur le dossier des saisonniers. Il y a d'une part le législateur qui ne légifère pas sur ces questions-là. Il y a d'autre part le monde de l'entreprise, les employeurs, les organisations syndicales. Il y a les élus locaux, que ce soit les maires, les communautés de communes, conseils généraux, conseils régionaux, etc. etc. Ces gens-là travaillent, ou pas, dans leur coin, entre eux, avec certains, pas avec d'autres, etc. La question, c'est comment on fait pour que tous ces gens-là arrivent à un moment donné à tirer dans le même sens et à travailler ensemble. Et je dois dire que le constat général sur la situation des travailleurs saisonniers, sur les leviers sur lesquels il faudrait intervenir pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la question du logement, la question des transports, la question de la formation, on les connaît. Il y a eu une multitude de rapports là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'état des lieux, il est fait. Maintenant, la question, c'est comment on met en œuvre les choses qui doivent être mises en œuvre et sur lesquelles il y a à peu près un consensus. Et là, on est un peu désemparé parce qu'on ne trouve pas, c'est un des débats qu'on avait l'autre jour au groupe de travail du Conseil national de la montagne sur montagne et tourisme, c'était de dire on ne va pas encore repartir sur des énièmes constats. Maintenant, il faut être opérationnel, quoi. Et moi, je pense que, enfin nous, syndicalement, on pense que si on veut avancer, il faut qu'on arrive à faire travailler ensemble tous ces acteurs.
en partant du terrain et en allant jusqu'aux législateurs pour arriver à faire les lois qui conviennent pour mettre le cadre global et après décliner ça dans les territoires. Et moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Joël Giraud, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter d'actions régionales et d'aller vers une inégalité de traitement dans les territoires, mais il faut déjà avoir un cadre global au niveau national et européen, et après il faut décliner dans les territoires. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, on aura l'occasion de revenir après dans le débat. Très rapidement, juste une question. Est-ce que vous pensez que la mission Noguet qui est en cours va peut-être permettre de faire avancer le dossier ? Tout dépend au niveau national, bien entendu. Tout dépend ce que va être le rapport Noguet, on ne le connaît pas encore. Si c'est un énième constat qui remet sur la table des choses qui sont déjà connues et qui se contentent de faire du constat, il faut qu'il y ait des propositions opérationnelles. Et il faut que derrière le rapport Noguet, il y ait une volonté politique de ceux qui ont demandé ce rapport de mettre en œuvre les choses qui seront présentées. Donc après, on verra bien ce que... parce que si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas la volonté politique et si dans le rapport, il n'y a pas des pistes très opérationnelles, ça sera un rapport de plus qui aura servi à rien. Il aura occupé M. Noguet pendant quelques temps et puis voilà, il finira au fond d'un tiroir comme les autres. Et ça sera la pile des constats qui s'empilera un peu plus. D'accord. Merci beaucoup, M. Cotet. On y reviendra. M. Hadou, votre point de vue Écoutez, je ne vais pas reprendre l'ensemble des choses qu'a développé Philippe là sur le problème du logement, de la saisonnalité, etc., et des saisonniers, du contrat de travail, tout ça. On est parfaitement en accord sur l'ensemble des sujets. Moi, je voudrais revenir plus particulièrement sur un côté important pour les saisonniers et qui est souvent très peu abordé. C'est le problème de la visite médicale. À l'heure actuelle, les saisonniers, quasiment systématiquement, ne passent pas de visite médicale d'embauche. Et pourtant, pour nombre d'entre eux, ils ont des métiers, entre guillemets, à risque. Si un cuisinier a une maladie, il peut la transmettre à un certain nombre de gens. Donc, c'est tout le problème de la santé au travail vis-à-vis de ces saisonniers. Le hasard fait bien les choses. Je suis président de la commission de tourisme du Césaire et mardi, dans cette même salle, la commission de tourisme a rendu un rapport un avis sur l'emploi des jeunes dans le secteur du tourisme. Là aussi, on a, au cours des auditions qu'on a eues, on a remarqué que nombre de jeunes ne connaissent pas trop les métiers du tourisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus d'une trentaine de branches différentes dans le tourisme. Il y a une certaine réticence. Là aussi, l'éducation nationale, je veux dire, ne fait pas découvrir, et ça c'est une lacune, je pense qu'il faudra que l'éducation nationale se pose un sur là-dessus, elle ne fait pas découvrir les métiers, que ce soit du tourisme ou d'ailleurs, à l'ensemble des jeunes qu'elle forme. Et le dernier point sur lequel je voulais aborder rapidement, c'est donc quand on dit saisonnalité, on induit directement derrière la pluriactivité. Et je crois que dans les régions, dans toutes les régions, que ce soit en montagne ou au bord de la mer, c'est l'économie qu'il faut développer. Parce que l'économie, ça permettra justement, en montagne, au bord de la mer, à ce que la saisonnalité continue. C'est-à-dire que globalement, c'est la pluriactivité. Et là aussi, il y a peu d'endroits où l'éducation nationale, bon, à Embrun, il y a un truc comme ça, donne 2 formations pour permettre justement de continuer à vivre tout au long de l'année dans nos zones. Merci Monsieur Hadou, et aussi d'être concis. Effectivement, vous abordez aussi une thématique sur laquelle on reviendra peut-être pendant le débat, qui est celle de l'offre touristique, effectivement, qui est importante dans ce sujet. Je me tourne à présent vers Monsieur Dole. Monsieur Dole, en tant que représentant des entreprises des activités physiques et de loisirs, quand on a préparé cette table ronde, vous préconisiez le développement des bonnes pratiques entre employeurs et saisonniers. Donc, je pense qu'il serait intéressant que vous précisiez qu'est-ce que vous entendez par là, quelles bonnes pratiques et comment les mettre en place. Oui,
Merci, bonjour à tous. Thierry Doll, donc président de la Fédération nationale des entreprises des activités physiques de loisirs. Le loisir est une partie importante du tourisme dans toutes les régions. Vous plongez, vous faites du kite, vous faites du quad, vous faites différentes activités. Donc nous sommes intégrés dans les activités de loisirs et nous aussi nous sommes impactés par la saisonnalité. Dans une des filières de notre fédération patronale, la plongée pour la citer, nous avons développé un accord sectoriel sur les bonnes pratiques entre employeurs et salariés, notamment en définissant des conditions de logement minima, en définissant également une prime de transport pour rejoindre le lieu de travail pour pallier justement au manque de transport dont nous avons tous parlé dans cet hémicycle ce matin. Mais j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu notamment qu'il fallait identifier et se mettre tous autour de la table. Oui, il faut effectivement se mettre tous autour de la table, donc pouvoir s'identifier les uns les autres en tant que acteurs de la saisonnalité, acteurs du loisir, acteurs du tourisme. Et ça, malheureusement, il est force est de constater que dans certains secteurs d'activité, les acteurs sont mal identifiés ou très peu identifiés. Lesquels ? Comme par exemple dans le loisir. Dans le loisir, on est souvent sur le réflexe de tout un chacun quand on parle de loisirs sportifs, c'est de se retourner vers le monde sportif institutionnel qui, s'il existe et qui ici doit bien entendu participer à ce genre de débat, ne rassemble pas l'intégralité des acteurs économiques autour de la table. On nous oublie trop facilement, nous les entreprises, les TPE comme on les appelle, qui sont pourtant générateurs d'emplois et qui souffrent aussi énormément de la saisonnalité. On a entendu parler de pluriactivité, bien entendu, on y adhère. J'ai quelques pistes à proposer peut-être à cette conférence. Tout à l'heure, on parlait du dialogue social sectoriel et territorial. Je pense que le législateur, les partenaires sociaux en premier, doivent peut-être remonter ces informations en imposant aux branches nationales la création d'observatoires sectoriels et saisonnalité dans les territoires. Il faut absolument qu'on travaille, qu'on décloisonne le dialogue social des branches au niveau national et qu'on puisse donner la possibilité aux territoires, aux secteurs de pouvoir s'exprimer de façon à ce qu'ensuite on fasse un grand canevas commun. Ensuite, bien entendu, je partage totalement tout ce qui a été dit. J'ai retenu tout à l'heure aussi quelqu'un dans une table ronde des rapporteurs qui a dit que la spécialisation était un frein à l'emploi de la saisonnalité. Oui, bien sûr, mais mettons-nous au travail pour trouver d'autres pistes. Il y a une piste que je prends toujours en exemple, que vous connaissez tous, c'est dans la montagne où ils ont développé et d'un côté un métier de saisonnier et de l'autre côté un métier de BTP. Donc je pense qu'il faut travailler dans ces directions-là, casser certaines frontières, comme par exemple entre ministères ou entre administrations centrales, entre le ministère des Sports, le ministère du Tourisme, le ministère du Travail. Il faut arriver à se mettre tous autour de la table. Le ministère des Sports est par exemple une forteresse assez difficile à pénétrer et à mettre autour de la table. Pourtant, les diplômes sportifs sont une obligation, nous, dans nos activités. Et force est de constater qu'on ne fait qu'un brevet d'État par discipline au lieu d'avoir de plusieurs pluriactivités. Ce sont des pistes comme ça qu'il faut arriver à trouver de façon à donner la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes d'avoir une possibilité de pluriactivité. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus en tant que chef d'entreprise, c'est la pérennisation à minima de quelques emplois dans mon entreprise, de prendre un jeune, je dirais d'une façon très à la hache, comme disait le collègue tout à l'heure côté, à la hache, avec un niveau 0 pour l'amener peut-être à un niveau de cadre dans mon entreprise par tous les moyens possibles et imaginables. Aujourd'hui, c'est difficile. L'espérance de vie dans nos activités, quand je dis espérance de vie, vous m'avez compris, c'est dans le métier, est de 5 à 6 ans. Quand on met en place une formation de brevet d'État, ça tourne à minima dans les 10-12 000 euros et plus quand il y a des contrats de professionnalisation du transport. Et quand on fait le ratio entre la somme mise sur la formation professionnelle et ensuite le devenir de ce salarié, force est de constater qu'on est perdant. Oui. Merci, Monsieur Doll. On reviendra aussi sur ce que vous venez de dire. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Manfredi. Donc, pour le domaine, excusez-moi, je ne vous vois pas, pour le domaine skiable de France,
qui représente 18 000 salariés et dont les 3/4 sont des saisonniers, c'est ça? 18 000 salariés, oui, 3/4. C'est le chiffre que vous m'aviez donné hier. Alors, vous plaidez pour l'organisation d'une meilleure complémentarité pour des activités tout au long de l'année. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et ensuite, est-ce que vous avez justement des exemples concrets de cette mise en place d'une bonne complémentarité? Oui, alors pour peut-être jeter un pavé dans la mare, à mon sens, on ne fait pas d'économie avec de l'idéologie, on fait fonctionner les entreprises par pragmatisme. Donc quand on sait que le Code du travail fait 3000 pages aujourd'hui, c'est juste de la folie. Donc il faut être le plus efficace possible, le plus dynamique possible. C'est quand même le tourisme qui fait fonctionner les entreprises. On est sur un milieu fragile. Rien n'est acquis. Si on parle des montagnes, si on a une saison sans neige par exemple, rien n'est acquis. On essaye de développer le tourisme 4 saisons ou à minima 2 saisons avec une saison réussie l'été. C'est pas évident et c'est pas acquis non plus. Donc il faut donner le moyen aux entreprises de développer leur activité économique parce que sans elles, il n'y a pas d'emploi. Sans elles, il n'y a pas de salariés. Sans elles, il n'y a pas de saisonniers. Voilà. Donc facilitons les choses, allégeons le Code du travail, allégeons la fiscalité pour pouvoir donner un petit peu d'air à la France et à nos entreprises. Fort de ce constat, il y a des choses très intéressantes qui sont faites sur les territoires et qui permettent effectivement de sécuriser les parcours et de développer la pluriactivité. On a des dispositions légales qui existent. La reconduction des contrats, c'est quelque chose qui existe. Ça permet de sécuriser les contrats saisonniers les uns à la suite des autres. Voilà, c'est une disposition qui n'est pas tellement utilisée, mais qui permet de garantir la fidélité, le retour des saisonniers d'une année sur l'autre, la qualité apportée à la clientèle, la qualité apportée à la sécurité, etc. Donc voilà, regardons ce qui existe avant de vouloir créer des choses nouvelles, ou mettons en œuvre dans le cadre d'échanges, dans le cadre de dialogue, dans le cadre de concertation, toutes ces bonnes initiatives. Effectivement, ça a été dit depuis hier, on l'a dit effectivement la semaine dernière au Conseil national de la montagne, enfin dans le groupe qui s'est réuni. Il y a des tas de choses qui existent, donc mettons-les en œuvre avant de vouloir créer d'autres choses. Alors, soyons pragmatiques, c'est-à-dire regardons effectivement les besoins qui sont sur les territoires et qui ne sont pas les mêmes sur les littoraux qu'en montagne ou dans les campagnes, qui sont aussi des zones touristiques. Donc, soyons le plus pragmatiques possible et on parle beaucoup de l'échec de la commission paritaire locale du Vercors qui s'était engagée dans une voie de négociation. Il y a matière, on l'a vu, dans le cadre de dialogue, à mettre en place quand même des choses au travers de la formation par exemple, sur le logement, sur différents sujets. Voilà, et puis pour vous donner un exemple un peu concret, regardons les partenariats qu'on peut mettre entre les acteurs économiques d'un même territoire. Pour ce qui nous concerne, on a développé un partenariat. Ce n'est pas un groupement d'employeurs, c'est simplement entre guillemets un partenariat avec un GEC BTP qui vient recruter dans nos entreprises des saisonniers, qui les accueille, il les conseille, il les forme, il les emploie, et on a ainsi des parcours de bisaisonnalité organisés et qui fonctionnent très bien pendant de nombreuses années. Et à partir du moment où, alors effectivement on parle de saisonnalité subie parfois, il y a aussi de la saisonnalité choisie depuis des siècles dans les montagnes. Voilà, on vit au rythme des saisons. Donc essayons d'adapter les acteurs économiques et la législation du travail pour faciliter cette complémentarité tout au long de l'année. Merci. Est-ce que parmi donc ces saisonniers qui représentent les 3/4 de vos 18 000 salariés, donc environ grosso modo 15 000 personnes, vous savez le pourcentage de ceux qui bénéficient justement de cette sécurisation des parcours où ils peuvent passer comme ça du travail de montagne au BTP?
Alors oui, on a des statistiques très précises. On a 75% des salariés saisonniers qui sont propriétaires de leur logement. On a une ancienneté de plus de 8 ans sur les saisonniers. Dans certaines entreprises, c'est plus de 15 ans pour les saisonniers. Et on a, j'allais dire entre guillemets, seulement, c'est toujours trop, mais on a seulement 10% des personnes qui bénéficient du chômage aux intersaisons. D'accord. Merci pour ces précisions. Je vais enfin donner, donc pour notre volet syndicat employeur, la parole à Monsieur Marcotte. Monsieur Marcotte, pour améliorer donc l'emploi des saisonniers et des pluriactifs, quelles sont vos propositions, vos priorités du point de vue de l'économie sociale et solidaire? Bonjour et merci de me donner la parole. Je vais parler très peu puisque par l'an dernier, j'adhère complètement à un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Ça va vous faire plaisir parce que vous gagnez du temps pour l'animation du débat par la suite. Absolument. Joël a très bien introduit le sujet, mais ça ne m'étonne pas du tout de lui puisqu'il baigne et il trempe dans ce type de problématique. Je ne sais pas... pour revenir un peu sur différentes facettes des interventions, je ne sais pas si mettre fin au contrat de travail saisonnier en dehors du fait de faire tomber une prime de précarité à la fin d'un CDD, ça va améliorer les choses. Mais pourquoi pas explorer cette voie-là? Pourquoi pas passer à des CDI lissés sur l'année? Pourquoi pas passer à un employeur qui garderait ses saisonniers sur plusieurs années, etc. Mais c'est des pistes, hein, je n'ai pas beaucoup plus avancé là-dessus. Dans l'économie sociale et solidaire, et particulièrement dans le tourisme associatif et familial, le projet pèse énormément dans l'action qui est posée, parce qu'il y a quand même au départ un projet stratégique et politique qui est d'ouvrir les loisirs, le tourisme au plus grand nombre, et y compris à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens de partir en vacances. Il y a cette volonté-là. Et ce projet ne peut être porté que par l'ensemble des équipes. Et je pense que ce projet doit poursuivre son rôle fédérateur auprès de l'ensemble des travailleurs du secteur. Ce n'est pas avec uniquement le projet qu'on fera évoluer les choses, mais c'est déjà une base à un dialogue social important entre les employeurs et les salariés. Enfin, on a une activité économique, puisqu'on parle du tourisme. Certains parlent même de l'industrie touristique. On a une activité économique et cette activité économique, elle est non délocalisable jusqu'à un certain point, jusqu'au point où les destinations France ne seront plus suffisamment attractives et vont donc non pas être délocalisées, mais un certain nombre de touristes risquent de préférer d'autres lieux pour des problèmes de coût, pour des problèmes d'intérêt, peut-être parfois même pour des problèmes d'accueil, parce que je crois qu'il y a un gros travail. Nous, on le pense en tout cas, et on a mis en place des formations sur l'accueil des clientèles. Pour aller encore aussi très vite, sur le volet formation, et je voudrais peut-être répondre là à M. Dole, il existe quand même des formations bivalentes dans les brevets d'État. Des brevets d'État autour des sports et des brevets d'État autour de l'éducation populaire, je dirais, permettent une complémentarité, été hiver, permettent une complémentarité entre un travail dans le secteur sportif et un travail peut-être dans le secteur animation. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je ne connais pas suffisamment Rhône-Alpes pour en parler, mais a mis en place des ateliers à travers les côtés feux, c'est les comités territoriaux emploi-formation, qui réunit tous les partenaires, que ce soit les employeurs, les formateurs, voire les stagiaires de la formation professionnelle, et dans le cadre de la conduite du PRF. Et il existe des ateliers qui se déroulent d'ailleurs actuellement sur le tourisme, les formations au tourisme, etc. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se font. Puis il y a déjà très longtemps que la Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place une aide pour essayer d'élargir les périodes, les saisons, on va dire, aux classes transplantées. Et je crois que ce travail-là, de fond, est important. Et je pense qu'il ne touche pas que les associations du tourisme social, mais qu'il commence à toucher aussi un certain nombre d'hôteliers, de petites hôtelleries. Bon,
je vais finir sur il existe dans la région un CFA qui s'appelle Futuro Sud, qui est un CFA sans mur, c'est-à-dire qu'il est vraiment implanté, il s'implante sur les territoires, et c'est un CFA qui forme au sport, au tourisme et à l'animation. Il s'est voulu volontairement polyvalent, et il a été créé par l'ensemble de ses branches. Et je crois que ce CFA, tout au moins, mais Joël, encore une fois, est mieux placé que moi pour en parler, puisque à l'Argentière, l'ABC, il y a quand même un certain nombre de choses qui se font autour du canoë-kayak, autour des formations au brevet d'État. Et je suis persuadé que c'est entre les entreprises du secteur non marchand et du secteur marchand qu'il faut qu'il y ait une forme de rapprochement, qu'on arrête de se regarder à distance en disant il y a des gens bien puis des gens moins bien suivant le côté où on se trouve, où il y a de la concurrence loyale et de la concurrence déloyale, où il y a des gens qui veulent faire de l'argent